Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Bonsoir. Ça me fait très plaisir de vous revoir tous, et toi en particulier. Également. Merci encore de votre soutien. Je crois qu'avec cette vidéo, nous devrions passer les 600 abonnés, ce qui pour nous est une vraie étape. Donc nous en sommes très heureux. Et sans plus attendre, j'aimerais commencer par le sujet de Jason Harday, qui est donc un scandale qui a éclaté il y a peut-être 2 semaines et qui concerne un professeur de Cambridge qui a été en fait soupçonné, enfin, dont on a découvert qu'il avait fait beaucoup de plagiat et surtout qu'en fait il n'avait pas du tout les qualifications pour être professeur à Cambridge, et ça a révélé un mécanisme des manigances qui existaient là-bas. Et la nouvelle qui est très triste, c'est que peut-être une semaine après ce scandale, Jason Harday a été retrouvé mort chez lui, probablement de suicide. Je ne sais pas si on a plus de détails. Et je voulais avoir un peu ta réaction à toi. Jason Harday, c'est woke not dead. Hein. On pensait Je- Ah oui, oui. que le Le wokisme wokisme n'est pas encore était mort. Oui. mort. On pensait que le wokisme était mort, qu'il avait qu'on était passé à autre chose. Et puis en fait, on en voit encore la longue traînée comme une comète. Hein. Et là, c'est exactement le cas. Donc, ça frappe dans l'institution universitaire la plus prestigieuse du monde, enfin une des deux plus prestigieuses du monde, hein, Oxford et Cambridge. Ça reste, bon, il y a des grands noms aux États-Unis, Harvard, tout ça, mais Oxford et Cambridge, ça reste. Et Cambridge en particulier, avec ses 120 ou 125 prix Nobel, l'institution universitaire la plus prestigieuse du monde. Et la pourriture est dans cette université. Alors évidemment, c'est pas le cœur de l'université le plus prestigieux. Hein. Jason Harday était professeur de sociologie d'éducation. Dans une université, il y a plusieurs facultés. L'université anglaise est organisée comme l'université française. Il y a plusieurs facultés et il y a une faculté de sciences, il y a une faculté de lettres, il y a une faculté de philosophie, etc., etc., une faculté de langue. Et il y a une faculté de sciences de l'éducation. Et dans les sciences de l'éducation, il y a la sociologie de l'éducation. Et donc, il avait été recruté comme professeur de sociologie de l'éducation. Alors, c'est vraiment les départements d'éducation dans les universités américaines et anglaises, c'est vraiment les derniers, enfin, là, ils peuvent pas faire autre chose. Quoi, hein. C'est vraiment. Jordan Peterson avait raconté autrefois l'état abominable des facultés d'éducation dans les universités américaines ou canadiennes. Et ben là, c'était pareil en Angleterre. On y enseigne mépris de l'éducation traditionnelle. Il y avait une collègue de Jason Harday là, récemment, qui est une musulmane, qui expliquait que les mathématiques, l'orthographe, c'était des sciences anti-islamiques. Et qu'il fallait absolument cesser, il fallait absolument les détruire. La présidente, je sais pas comment est-ce qu'on dit, en tout cas la responsable, la directrice de la faculté de Jason Harday tenait, qui est une ancienne conseillère de Tony Blair, donc évidemment tout ça sont des gens de gauche, a fait des déclarations invraisemblables également, qui en fait en gros ils veulent détruire l'éducation, et en recrutant Jason Harday ils ont fait ça. Et Jason Harday, donc c'était un affabulateur vraiment de génie. De Le grand gars, il niveau. raconte qu'il ne savait pas parler jusqu'à 11 ans. Il ne savait pas écrire jusqu'à 18 ans, qui était gravement autiste. Mais qu'il a réussi à à obtenir un doctorat alors dans une université de très mauvaise qualité à Liverpool. Il y a plusieurs universités à Liverpool, mais il y en a une qui est celle-là en particulier, qui est de très mauvaise qualité. Et le responsable de sa thèse, d'ailleurs, est également un type assez corrompu, un de ces universitaires corrompus aussi. Et donc, il a reçu cette thèse, et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait plagié très largement cette thèse. Mais on s'en est rendu compte il y a 3 ans déjà. Hein, c'est en 2023 que les premières alertes ont été envoyées. Mais il a été recruté par Cambridge, qui était ravi d'en faire. Alors, parce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il était noir. Et donc il a été, c'était le plus jeune, pas le premier professeur noir, mais en tout cas le plus jeune professeur noir. Il avait 37 ans quand il a été promu à ce poste très prestigieux. C'est le sommet d'une carrière, hein, professeur à Cambridge. Et l'université et ceux qui l'ont recruté en ont profité pour en faire
une tête d'affiche de l'université. Et donc, il a reçu des occasions d'émissions de télévision, de radio, des conférences. Il avait signé un accord, un contrat avec Simon & Schuster, qui est la plus célèbre des maisons d'édition américaines, pour une autobiographie. Bref, il avait tous les honneurs, il avait tous les pouvoirs, mais en fait c'était un faussaire. Il racontait, non seulement il avait plagié sa thèse, mais en plus c'est-à-dire qu'il avait recopié des passages entiers d'une autre thèse de doctorat. Le sujet de sa thèse lui-même était extrêmement faible. Il s'agissait de discuter de l'expérience des gens. C'était pas du tout scientifique. Il avait interrogé des copains autour de lui, puis il avait mis en forme de thèse de doctorat ce que ces gens lui avaient dit sur leur expérience. Je sais pas quoi. Enfin, bref, pas très intéressant, en tout cas nul, pas semble-t-il d'un point de vue scientifique. Mais par ailleurs, il racontait des choses invraisemblables. Il raconte qu'il avait couru 25 marathons en 30 jours. Ce qui en aurait fait un des coureurs les plus extraordinaires de l'histoire. Et les 10 derniers, il les avait fait avec une jambe cassée, racontait-il. Il raconte qu'il avait fait partie alors, il y a des émissions de télé, où il raconte, par exemple, qu'il a fait partie d'un programme des années 60, donc il avait 37 ans, là, enfin, il a 38, 39 ans, peut-être, quand il est mort, cette année. Enfin, une petite quarantaine d'années. Et il racontait qu'il avait fait partie d'un programme très célèbre de la BBC qui, dans les années 60, avait suivi des enfants pendant une dizaine d'années, de façon continue, comme ça. Donc, il y avait des émissions qui les montraient en train de grandir. Et il racontait qu'il avait fait partie de ça. Personne n'a jamais fait attention à ça. Il racontait qu'il avait levé qu'il avait récolté 5,5 millions d'euros de livres pour une cause charitable, sans aucune preuve. Il mettait dans son CV qu'il avait écrit plusieurs livres qui n'ont jamais été publiés. Il racontait qu'il avait des postes de professeur, de visiting professor dans différentes universités américaines, canadiennes et anglaises, ce qui était faux. Bref, c'était quelqu'un disait qu'il était atteint du syndrome de Munchausen, c'est-à-dire qu'il racontait que des bêtises, et il racontait en plus qu'il était autiste. Or, visiblement, quand on le voit parler, il a pas du tout, enfin, il a une manière il est assez éloquent, enfin, il sait entrer en relation avec les gens, il est séduisant, pardon, et affable, quoi, avenant, pas du tout comme un autiste. Et celui qui a péché, c'est un certain, celui qui a péché, celui par lequel Jason Harday est tombé, c'est un certain Nathan Kofnas, donc un Nathan Kofnas, donc un Américain, docteur en philosophie, un juif, lui, pour le coup, vraiment autiste. Quand on le voit parler, il a fait des interviews, j'en ai vu encore une aujourd'hui, il s'est fait démolir de façon honteuse sur une radio anglaise. Nathan Kofnas a reçu des tuyaux, il a reçu des tuyaux de gens de Cambridge qui lui ont dit, mais qui voulaient rester anonymes pour pas se faire défoncer, en disant, mais tu devrais regarder le cas de de Jason Harday, parce que c'est invraisemblable, Jason Harday. Et lui-même, Nathan était un peu agacé parce qu'il s'était fait virer, comment dire, je crois qu'il n'a pas été vraiment exactement viré de Cambridge, il avait obtenu écarté. Ouais, il avait obtenu de Cambridge un de ses postes qui sont des visiting professors. Donc, il avait un contrat de 3 ans pour enseigner à Cambridge, pas comme professeur titulaire, mais enfin comme maître de conférence. C'est l'équivalent, ça n'existe pas exactement à Cambridge, mais voilà, une sorte de de professeur temporaire à durée déterminée. Nathan Kofnas est un spécialiste des implications de l'évolution, de l'évolutionnisme dans les sciences, et en particulier dans les sciences sociales. Et Nathan Kofnas avait publié 2 articles sur son Substack. Donc, vous savez, Substack, c'est ce site internet sur lequel vous pouvez publier, tout un chacun peut écrire et faire payer des abonnements. Donc, c'est un sorte de blog, un blog payant, ça, privé. De ça payant. Et donc, Nathan Kofnas avait écrit 2 choses. C'est un spécialiste, il s'intéresse beaucoup aux questions de QI
de quotient intellectuel, de psychométrie, donc de mesure des aptitudes de personnes, de tempérament, de personnalité ou d'intelligence. Et il avait écrit 2 articles. Un premier article dans lequel il constatait que plus on est conservateur, moins on est intelligent. C'est-à-dire que les personnes qui ont Mmh. des traits conservateurs, enfin des opinions conservatrices, sont en moyenne, ont en moyenne des QI qui sont plus faibles. Alors là, bon, personne n'avait rien dit. Et après, il a eu le malheur d'écrire un 2e article en se fondant sur les résultats publiés par Harvard des élèves qui sont admis à Harvard selon leur race. Vous savez que Harvard, vous savez pas que Harvard s'est fait condamner il y a peut-être 2 ans pour discrimination raciale aux États-Unis parce que Harvard discriminait les Asiatiques. Vous savez qu'il donnait des notes de personnalité plus faibles aux Asiatiques de manière à baisser le nombre d'Asiatiques et à leur rendre l'accès à Harvard plus difficile. Parce que les Asiatiques, si on les jugeait uniquement sur leurs notes, étaient étaient très représentés, avaient un taux d'accès qui était très important à Cambridge, à Harvard. En revanche, les Noirs, les Afro-Américains, eux, qui représentent 12% de la population américaine, représentent 14% des élèves à Harvard, mais ils ont des notes extrêmement basses. C'est-à-dire que si on se fiait uniquement aux notes de résultats, ce qu'on appelle les SAT, donc c'est un examen particulier, en gros un test de QI, hein. Les SAT, qui est donc l'examen qu'on doit passer, que tous les Américains passent pour déterminer l'entrée à l'université, et le score pour entrer à Harvard est évidemment très élevé. Et si on se fiait uniquement à ce score, il y aurait seulement 0,7% d'Afro-Américains étudiant à Harvard. En gros, il n'y aurait pas d'Afro-Américains à Harvard, dans les universités d'élite. Et Nathan Kofnas a publié ça. Il a publié ces chiffres. Il a fait un article analysant les chiffres que Harvard eux-mêmes avaient publiés. Et j'ai écouté Nathan Kofnas s'expliquer là-dessus, et il dit j'ai publié ça pour expliquer aux conservateurs et aux libéraux conservateurs qui veulent revenir à une stricte méritocratie, c'est-à-dire être aveugle, ne pas tenir compte de l'origine sociale ou raciale ou sexuelle, etc. Des candidats, s'en tenir uniquement à leurs notes, comme on fait en France, hein, en tout cas dans les grandes écoles, c'est comme ça. C'est uniquement les notes, on ne discrimine pas, on fait pas de discrimination en dehors de la pure méritocratie. Eh bien, si vous appliquez purement la méritocratie, les Afro-Américains aux États-Unis vont disparaître pratiquement des universités d'élite. Donc, il n'y aura plus d'élèves dans ces universités-là. Il disait, voilà, la méritocratie, ça pose des problèmes. Parce que le système, pour des différentes raisons qui sont pas forcément raciales, hein, mais il se trouve que ce groupe social, et qui était aussi racial, qui a des déterminations raciales aux États-Unis, a des notes beaucoup plus faibles. Et partant, on peut étendre un QI en moyenne, mais ça, beaucoup d'études le montrent, plus faible que que la moyenne de la population. Les Asiatiques ont des QI plus haut, plus fort, plus élevés que le standard, la moyenne, qui sont les Américains d'origine européenne. Et ça, pour ça, Nathan Kofnas s'est fait démolir, parce qu'il a publié ça sur son Substack, même pas, il n'a pas créé sur Twitter, c'était public, et donc il a été viré de Cambridge. Il a perdu son poste à Cambridge. Et puis, Enfin, il a choisi. donc c'est là où il y a une petite subtilité, hein. Je crois que ils l'ont mis en pause, ou alors ils n'ont pas renouvelé son contrat, mais il n'a pas strictement été Ouais, enfin, expulsé. pratiquement, Il n'avait pas fait d'erreur. pratiquement, il a voilà. été expulsé à cause de ça. Exactement, On a décidé ouais. que ce qu'il disait était intolérable. Alors qu'il ne faisait que publier que dire ce que Harvard dit, hein, eux-mêmes, ce qu'ils publient eux-mêmes. C'est lui qui a tiré, ayant un peu une dent contre Cambridge par rapport à ce qu'on lui avait fait. Ouais, il s'est dit, mais attendez, vu le coup qu'on m'a fait, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Pourquoi est-ce que moi on me démolit alors que j'ai pas triché, j'ai pas raconté de bêtises, je n'ai dit que la vérité. Et comment ça se fait que ce type-là en face est en train de comment ça se fait qu'on lui donne que l'université, suivant des principes de discrimination
inverse, la discrimination raciale, donc de ce qu'on appelle la discrimination positive, mais qui est du racisme en fait, hein, on lui a donné ce poste-là. Et j'ai vu cet après-midi un très bon petit dessin où on voit trois personnes en haut d'une tour. Donc on voit Nathan Kofnas, Jason Harday et un représentant de l'université de Cambridge. Et le représentant de l'université de Cambridge dit à Jason Harday, vas-y, saute de la avec un déguisement de Superman, vas-y, saute de la tour, tu vas voler. Nathan Kofnas lui dit, mais non, n'y va pas, tu vas mourir. Jason Harday saute, il meurt, et puis, c'est la vignette du milieu, donc il tombe, il meurt. Et la troisième vignette, c'est le responsable de Harvard. Je vais te la passer et puis tu la mettras au montage. Le responsable de Harvard, de Cambridge, qui se tourne vers Nathan Kofnas et qui lui dit, t'es un salaud, tu l'as tué. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc Jason Harday, suite aux révélations de Nathan Kofnas. Alors, pardon, avant d'en arriver le scandale ne s'arrête pas là, parce que le scandale, c'est pas seulement Jason Harday, c'est pas seulement l'université de Cambridge qui a recruté un gars pour, en le poussant dans un domaine dans lequel il était absolument incapable et sur lequel il avait menti et menti sur plein d'autres choses, raconté des cracks. Lorsque des journalistes ayant eu vent de ce que Nathan Kofnas disait sur Jason Harday, en mettant en lumière son plagiarisme, hein, ces journalistes ont reçu des menaces de la police. Donc, c'est le journaliste du Times, du supplément d'éducation du Times. Le Times, c'est un journal, c'est Le Monde, quoi. T'imagines le supplément éducation du Monde, un journaliste du Monde, donc très respectable, de gauche, très respectable, très respectable, parce qu'avec une certaine réputation. Moi, j'aime pas le Times, j'aime pas le Monde, mais voilà. En tout cas, dans leur domaine, ils sont pas, c'est pas l'extrême droite, quoi, hein, c'est pas Rivarol, hein. Et la police a enquêté sur le journaliste, lui a fait savoir qu'elle avait enquêté sur lui suite à ce qu'il était en train d'écrire sur Jason Harday. On n'a jamais su qui avait porté plainte auprès de la police. L'université dit que non, c'est pas eux, mais l'université de Cambridge, quand les révélations ont commencé à sortir sur Jason Harday, a recruté des avocats, un cabinet d'avocats anglais très connu pour sa combativité, son agressivité, pour essayer de dissuader et d'intimider toutes les personnes qui s'intéresseraient à Jason Harday. Donc, il le protégeait activement. Et ce journaliste, et la police a dit ensuite à ce journaliste du Times, écoutez, on n'a rien à vous reprocher, mais ne parlez pas de ce sujet-là, parce que c'est du racisme. Ce qui est quand même, ça fait froid dans le dos, hein, ces méthodes. Hein. C'est la Grande-Bretagne, hein, c'est le Royaume-Uni, une démocratie libérale, soi-disant, où les journalistes sont employés, les policiers sont employés pour intimider les journalistes qui s'intéressent à un homme sandwich du wokisme, de diversité, équité, inclusion. Donc tout le système, donc la police, l'université est là pour protéger ce type qui est un. Cela dit, au bout de quelques jours, la pression était trop lourde sur Cambridge. Cambridge a annoncé qu'il suspendait Jason Harday, ils ouvraient une enquête sur lui. La semaine dernière, Jason Harday a été retrouvé mort, très certainement suicidé. C'est un drame. C'est un drame, mais les responsables ne sont certainement pas ceux qui ont crié au loup, enfin qui ont annoncé, qui ont dit la vérité, qui ont révélé. Les responsables, le responsable d'abord, c'est Jason Harday, qui n'a pas supporté, ayant avec tout le pouvoir qu'il avait, la position de prestige qu'il avait acquise, n'a pas supporté d'être soudain dévoilé, que sa fraude, sa tromperie ait été dévoilée. C'est la faute égale. Donc c'est lui le premier responsable de son suicide, hein, par définition. Voilà, c'est personne d'autre. Alors, bon, en tout cas, il est mort. Non, j'ai lu aucun soupçon d'assassinat, chose comme ça. En plus, il avait une femme et des enfants, je crois. Oui, c'est lui. Alors, c'est dégueulasse, quoi. Il laisse deux enfants sans père, quoi, à cause de ses tromperies.
Enfin, c'est terrible. Il laisse une veuve et 2 enfants parce qu'il a fait le con, et gravement. Mais également les gens de Cambridge qui se sont servis de lui pour et longtemps, hein, qui l'ont protégé, ayant des doutes. Longtemps, ces professeurs de Cambridge, ce système de d'universitaires, il y a plein d'autres exemples, hein, de ce genre-là. Alors, celui-là est dramatique, hein. Il est particulièrement, mais des exemples de professeurs de scientifiques ou de professeurs qui se font dézinguer, qui démissionnent parce que ils n'ont pas les opinions qu'il faut. Il y en a d'autres. Il y a une histoire un peu semblable, mais concernant un professeur avec des opinions conservatrices de droite, qui s'est fini par se suicider aussi parce qu'il faisait l'objet d'une chasse, d'une meute qui se déchaînait contre lui et qui s'est suicidé. Mais personne n'en parle parce qu'il est de droite. Il était de droite. Et donc les gens de Cambridge sont aussi responsables de ce drame, parce qu'ils ont ils ont promu quelqu'un qui était incapable, qui n'avait pas les qualités et capacités pour occuper un poste semblable. Il y a des tas de témoignages d'anciens élèves de Jason Harday qui donc le système système à Cambridge, c'est le tutorat. C'est-à-dire que à chaque semaine, tu as un tuteur, donc c'est quasiment des cours individuels. Hein. Tu as deux élèves dans un petit cours privé avec un professeur qui leur donne du travail, qui révise, qui corrige leurs devoirs. Enfin, ils ont beaucoup de travail très 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 dense. Les tutorés de Jason Harday se plaignaient de la qualité nulle de son accompagnement. Ces gens qui sont allés à Cambridge pour avoir une bonne éducation et puis qui se retrouvent avec un imposteur et qui leur fait perdre du temps. Enfin, c'est une tromperie épouvantable. Eux aussi, d'une certaine manière, ce sont des victimes aussi. Enfin, ce sont les premières victimes, sans doute, hein, de cette tromperie et des gens comme ça. Il y a une crise terrible de façon générale. Il y a une crise terrible dans les sciences. Dans les universités dans le monde. C'est ce qu'on appelle la crise de la réplication. Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je le mentionne. Ça se discute de façon ouverte. La crise de la réplication, c'est que lorsque les gens publient des articles scientifiques dans des revues, etc., la plupart des résultats ne sont pas réplicables. C'est-à-dire que des équipes qui s'amusent à essayer de répliquer, de répéter les résultats, et c'est particulièrement le cas en sciences naturelles, enfin en sciences de la vie, où 75% des articles ont publié des résultats qui ne sont pas réplicables. Donc en fait, c'est de la fraude, purement et simplement. Et donc il y a une grave crise de qualité des universités aujourd'hui dans le monde, et des publications scientifiques en particulier. Et donc, pour en revenir à des articles à ce sujet, parce que ça m'intéresserait il y a une très bonne chaîne YouTube par une Allemande physicienne qui parle très bien anglais, qui s'appelle Sabine Hossenfelder, qui a une très bonne chaîne et qui parle de tous ces sujets-là. Elle parle des actualités des mathématiques, des sciences, etc., mais de la physique aussi. Et elle a fait pas mal de vidéos sur la crise, la crise de la réplication. Moi, mais ce sont des choses. Mais elle est assez bonne là-dessus. Je vous remettrai une petite vidéo d'elle en commentaire, en description. Donc, Nathan Kovnas. Revenons-en à Nathan Kovnas. Donc, celui par qui le scandale arrive. Nathan Kovnas, c'est lui qui aujourd'hui est la victime de Jason Harday en réalité. Nathan Kovnas, ayant été chassé de Cambridge, où il avait passé son doctorat, enfin il a fait une maîtrise à Columbia, donc l'université Columbia de New York, qui était une université d'élite. Et ensuite, il a fait un doctorat de philosophie à Cambridge, donc c'est pas rien, quoi. C'est un très très bon élève, quoi. Hein. Un esprit brillant. On peut discuter peut-être de ce qu'il dit. Moi, je suis pas qualifié, mais bon, j'ai entendu des gens qui ont des doutes sur ce qu'il raconte, mais peu importe. En tout cas, il y a certaines choses qui sont indéniables, ce qu'il a publié sur les résultats de Cambridge, par exemple, de Harvard. Nathan Kovnas lui a trouvé un boulot de professeur à l'université de Gand, en Belgique, en Flandre. Ah oui. Et il a été donc cette affaire Jason Harday est arrivée et ce vendredi, Nathan Kovnas a été suspendu de son poste de professeur de l'université de Gand pour racisme.
le ou la rectrice de l'université de Gand. Alors c'est là que les choses deviennent extrêmement savoureuses. C'est que le recteur de l'université de Gand, une certaine, qui se fait passer pour Petra de Sutter, étant en fait est en fait un homme, Paul de Sutter, professeur de gynécologie, ancien vice-ministre, donc qui a transitionné, qui a commencé à se déguiser en femme en 2014, est devenu vice-premier ministre du Royaume de Belgique parce que c'était un trans. Puis ensuite sénateur, donc il était évidemment au parti des Groen, donc des écolos belges, flamands. Et puis a démissionné en 2020 quitté la politique en 2020. Il a été sénateur de Belgique. Il a quitté la politique pour devenir président de recteur de l'université de Gand, qui est c'est pas l'université la plus prestigieuse de Belgique, mais Gand est une ville importante. Et cette université n'est pas une petite université. Et donc c'est un sénateur d'extrême gauche, trans, qui en plus, et ça c'est indéniable, hein, c'est tout à fait documenté, avait utilisé il y a quelques années dans un discours avait composé son discours par ChatGPT, et ce discours était truffé d'hallucinations, c'est-à-dire de citations inventées par ChatGPT. Des inventions de citations de Einstein et d'autres personnages. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, en fait, ce type est un nul aussi. Ce recteur de l'université est un plagiaire, est un faussaire. Faussaire quand il fait des discours et faussaire sur sa personnalité, sur son identité, puisqu'il se fait passer pour une femme. Et d'ailleurs, il y avait l'autre jour, il y avait une photo où tu le voyais lui à côté de deux autres vraies femmes. Donc lui, déguisé en femme avec sa permanente, comme ça. Et puis deux autres femmes à côté. Et puis c'était, oui, l'université de Gand est une université dirigée par des femmes. Alors, le recteur est un homme. Et donc c'est lui qui a entamé une procédure disciplinaire pour racisme contre ce pauvre Nathan Kofnas qui subit en ce moment, qui fait l'objet de haine. Ce type, s'il n'est pas caché ou protégé, il va être assassiné. Lorsqu'il y a eu une veillée à la mémoire de Jason Harday à Londres, rassemblant quelques milliers de personnes à Trafalgar Square le dimanche dernier, ou samedi dernier, pleurant cette victime de Jason Harday, disant que c'était une victime du racisme, de la discrimination. Des victimes de discrimination, oui, en effet, mais pas du racisme aussi, oui, mais pas dans le sens qu'ils croient, que ces gens-là croient. Le nom de Nathan Kofnas était était voué aux gémonies donc il est publiquement insulté, menacé, etc. Il a donné des interviews à la radio-télévision flamande, une interview à la radio-télévision flamande qui est pas mal, qui est très drôle d'ailleurs, parce qu'il est autiste le gars, donc il répond de façon hyper directe, il est sans filtre. Il est de grande honnêteté aussi, hein. Il est bon, il est très intelligent, ça se voit. Et puis là, j'entendais interroger par une radio anglaise qui le démolissait. C'était honteux la manière dont la radio le traitait, dont le journaliste le méprisait, l'insultait, le traitait comme une merde. C'était vraiment, c'est honteux quoi, ce qui est en train de lui arriver. Donc Jason Harday, woke is not dead. Hein, ça c'est certain. Ce qui s'est passé dans les années 2010, 2020 est toujours là, est toujours en place. Ça commence à tomber. On peut se souvenir d'il y a 3 ans peut-être maintenant, la présidente de Harvard qui avait été également épinglée pour plagiat. Comment on dit en français ? Plagiat, oui, pour plagiat, qui avait dû démissionner de ses fonctions de président de Harvard, mais qui enseigne toujours à Harvard. Hein. C'est une faussaire, mais non, elle y est toujours, hein, pas de problème. Et puis d'autres cas partout, enfin voilà, qui sont dans notre monde. Donc
Voilà pour Jason Harday, en tout cas ce que j'en ai à dire aujourd'hui. Et c'est très triste, c'est honteux et c'est très triste. Et je crois qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est pas, j'ai rien vu. J'ai rien vu sur le YouTube francophone, donc je me demande si on n'est pas les premiers à en parler. Mais il y a très peu de choses sur YouTube francophone, et ce qui est parvenu dans la presse française est tout à fait déformé. Hein. Le Monde a consacré un article à Jason Harday en disant que c'était une victime du racisme. Alors ce type est un faussaire, un affabulateur, un faussaire, un plagiaire. Il n'a aucune raison d'être là ou d'occuper les fonctions prestigieuses qu'on lui a offertes. Il s'est tué de honte. Mais bon, selber schuld, hein, comme on dit en anglais, hein, en allemand, pardon. Selber schuld, hein, c'est-à-dire il est coupable lui-même. Hein. Je suis très triste je m'en jouis pas de sa mort du tout, c'est pas ça. Je suis très triste qu'il ait fait ça, et en particulier pour ses enfants. Mais bon, la roche tarpéienne est proche du Capitole, comme disaient les Romains. La déchéance est très proche de l'endroit où on est. Plus on monte, plus on tombe de haut. Oui, et encore cette situation, elle s'applique pas vraiment à ça, parce que je pense que c'est le cas, même si on a monté de façon honnête. Or là, précisément, son assurage n'était pas très très bon là, pour la montée. Ouais, Bon, sinon, ça crée. Ouais, sinon, il faut que je te raconte le musée vas-y. d'Olympie. Ah. Dans les Alors, je vacances, suis sûr j'étais. que c'est beaucoup mieux que le musée, le musée olympique de Lausanne, qui est complètement nul. Cela dit, à Olympie, il y a plusieurs musées. Il y en a un qui est l'histoire des Jeux Olympiques. Alors, c'est pas de celui-là dont je parle, parce que ça Ouais, ah m'intéresse pas du d'accord. tout. Alors vas-y. Je suis allé à Olympie pendant les vacances. Je passais mes vacances. Revisité Delphes et son musée qui est très beau. Et j'ai revisité le musée d'Olympie où j'étais allé il y a 22 ans, mais que j'avais D'accord. oublié cette merveille qu'est le musée d'Olympie. Donc c'est Alors lequel? Parce que quand tu dis qu'il y en a 3, il y en a deux. Il y a le musée enfin de l'histoire des Jeux Olympiques et il y a le musée ok, c'est tout. archéologique. Ouais, je parle D'accord, du musée archéologique. archéologique. Et le musée archéologique, alors, il y a une chose qui est incroyable. Alors, c'est un peu pour les spécialistes. Enfin, on connaît tous le nom de marathon à cause de la course. Certains, dans nos éditeurs, beaucoup, je pense, doivent savoir d'où vient le marathon. Le marathon, c'est une histoire racontée par Plutarque, je crois, ou par Hérodote. Hérodote, je pense. Donc, c'est suite à une Je bataille, saurais pas dire à ce bataille des niveau-là. Ouais. Athéniens contre les Perses, donc contre Darius, donc la première des guerres médiques, la première des guerres contre les Perses en 490, où dans la banlieue, dans le village qui est sur la côte à l'est d'Athènes, au bord de la mer, les Athéniens ont vaincu les Perses, et il y a un des soldats dont le nom est passé à la postérité mais qui m'échappe, qui a couru les 42 kilomètres 156 jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire. Il est mort et s'est effondré en arrivant. Et donc, il y avait la bataille de Marathon, très importante. Enfin, c'est la première bataille. Elle n'est pas aussi importante que la suivante, l'autre, parce qu'il y a une deuxième guerre médique, celle où il y a des Thermopyles, où il y a la bataille de Salamine et la bataille de Platée, où les Grecs vainquent à nouveau, cette fois-ci pas non plus Darius, mais son fils Xerxès, donc encore une fois les Perses, et définitivement. Et l'armée athénienne à Marathon était dirigée par 3 généraux. Le principal, c'était Miltiade. Et donc Miltiade est connu par les récits, etc. Eh bien, au musée de Marathon, ils ont au musée d'Olympie, dans les fouilles d'Olympie, Olympie qui est un grand sanctuaire à Zeus, où on célébrait les fameux jeux tous les 4 ans, mais c'était pas les seuls jeux. C'est les plus prestigieux, mais c'était pas les seuls jeux de la Grèce. Il y en avait également à Delphes et ailleurs. Eh bien, pour rendre grâce, pour remercier Zeus de la victoire à Marathon, Miltiade est allé déposer son casque, donc son casque grec, hein, comme ça. Il est allé déposer au sanctuaire.
il avait gravé son nom sur le casque et on a retrouvé le casque et il est exposé. Eh bien, c'est comme, hein, j'en été bouche bée quand on a retrouvé ce Ouais. truc. C'est C'est comme le comme si maillot t'avais, de Mbappé, quoi. ouais, c'est comme si t'avais le bouclier, enfin le casque d'Alexandre le Grand. On n'a aucune trace personnelle d'Alexandre le Grand. Enfin, Alexandre le Grand, c'est autre chose, c'est un niveau au-dessus de Miltiade. Enfin, disons, dans les grands noms militaires comme ça de la gloire militaire de l'Occident, si on peut déjà parler de l'Occident à ce moment-là. En tout cas, l'histoire de l'héritage enfin, le dépositaire à l'Occident, il y a Miltiade. Miltiade, c'est un grand nom. Et donc, t'as son casque, c'est comme le képi de le chapeau de Napoléon. C'est comme si on avait la toge de César. C'est comme si on avait le bouclier, le casque de Vercingétorix. Enfin, tu vois, c'est des noms, c'est un nom gigantesque. Et il y a son casque. Et juste à côté, il y a un des casques des Perses qui a été déposé sur le trophée, qui a été déposé à la même occasion suite à la bataille de Marathon. Casque en forme de cône un peu fuselé au-dessus. Donc ça, c'était ça. Alors il y a des choses bien plus intéressantes, hein, enfin bien plus spectaculaires encore, mais j'avoue, je trouvais ça merveilleux. Tu sais, tu touches la grande histoire, des trucs qui sont quasiment mythiques. Et ben non, c'était vrai en fait. T'avais vraiment, et on a retrouvé le truc. C'est comme la borne qu'on a retrouvée à Césarée-Maritime en Israël avec le nom de Ponce Pilate, parce qu'en fait Ponce Pilate, on n'en avait aucune trace, aucune preuve de son existence à part dans les évangiles. Et chez Flavius Joseph, je crois aussi, donc l'historien juif qui a écrit Au temps du Christ, juste après. Et on a retrouvé dans les années 40, 50, 60, enfin récemment, il y a quelques dizaines d'années, une borne, un monument à Césarée-Maritime, donc qui est un lieu de fouille très beau à visiter d'ailleurs, qui était le port de la Palestine. Une borne où il y a marqué Ponce Pilate, pas procurateur, mais préfet, enfin, ouais. Et donc, quand tu as soudain des grands noms de l'histoire très connus dont un témoignage, quasiment un autographe, quoi. Là, c'est en plus un autographe. Ouais, c'est merveilleux. Et puis, autre merveille dans un musée grec. Alors, c'est dans une ville atroce qui s'appelle Patras. Ville où arrivent les bateaux. Si on traverse, il y a des ferries entre l'Italie et la Grèce, et la plupart arrivent à Patras, c'est le port au nord-ouest du Péloponnèse. Et il y a un musée archéologique. Et dans ce musée archéologique, il y a je t'enverrai la photo pour que tu la postes pour que nos auditeurs voient ce dont je parle. Il y a le crâne. Donc ils ont trouvé des tombes du hellénistique, donc troisième siècle avant la conquête romaine de la Grèce, qui était à la fin au début du deuxième siècle. Et c'est le crâne d'une jeune fille, probablement 8-10 ans, tu vois, parce que on voit qu'il y a encore ces dents de lait. Alors, il y a la mâchoire de la lèvre supérieure qui est brisée, et tu vois qu'il y a une dent, des fines dents d'adulte qui est en train de pousser une dent de lait, donc elle est encore assez jeune. Et elle a été enterrée avec une couronne de fleurs en métal, colorée. Alors, c'est de l'émail, j'ai l'impression que c'est de l'émail, mais je ne sais pas si les Grecs maîtrisaient les techniques des émaux, peut-être. En tout cas, c'est coloré et c'est absolument délicieux. Et surtout, alors évidemment, c'est un crâne, c'est un côté macabre, mais forcément, parce que c'est un crâne d'il y a 2500 ans, et tu as cette couronne de fleurs. Et tu te rends compte à ce moment-là de la proximité, c'est le témoignage de l'amour et donc de la douleur que des parents d'il y a 2500 ans ont ressenti quand leur petite fille est morte. Et ils l'ont mise en terre avec cette magnifique couronne probablement assez précieuse, hein. Je pense pas que ce soit de l'or, mais voilà, ces gens-là, ils aimaient leurs enfants. Enfin, tu sais, ces gens-là vivaient il y a très longtemps et on a souvent du mal à imaginer qu'ils étaient comme nous. Et quand tu vois ça, tu dis, mais ils étaient morts de chagrin et ils lui ont fait le plus beau des présents. C'est pas
c'est pas un présent funéraire comme pour aller dans l'au-delà. C'est pas comme c'est pas comme les pharaons, tu vois. C'est pas le masque de Toutankhamon. C'est pas pour préserver son immortalité. Les Grecs étaient pas comme ça. Ils enterraient pas leurs morts comme ça. Mais c'est une preuve d'amour pour une petite fille toute petite, qui était enfin toute jeune, l'âge de ma fille, probablement, qui est en train de perdre ses dents aussi. Et qui est enterré là. Donc les gens verront la photo quand je discuterai ça, parce qu'on enregistre en avance. Et voilà, c'était mes deux petits émerveillements de musée grec. Et si jamais donc vous allez à Patras, allez voir le crâne de la petite fille. Là, il y a de très belles mosaïques romaines, parce que Patras est une ville enfin, c'est une ville très ancienne, grecque, mais qui a été surtout développée par les Romains suite à la conquête de la Grèce par les Romains. Et puis au musée d'Olympie, alors il y a des choses absolument magnifiques, les fronts, enfin les statues du temple de Zeus qu'on a retrouvé, l'Hermès de Praxitèle, statue absolument merveilleuse. Il y a plein de choses Celui très très belles. qu'on a en tête souvent là, c'est en bronze, c'est ça Non, non, il est en marbre. Ah, d'accord. Alors, il s'appelle l'Hermès de Praxitèle. Praxitèle était un grand sculpteur grec. Son attribution à Praxitèle est discutée, mais bon, c'est parce que, en fait, parce qu'il y a il y a Pausanias, qui est un voyageur historien grec du IIe siècle après notre ère, qui raconte, qui voyage en Grèce, qui décrit une sorte de guide de voyage, et qui a beaucoup servi aux archéologues pour reconstituer toutes ces villes. Et il décrit une statue d'un Hermès à Olympie qu'on a retrouvée. Et alors, on en a retrouvé une, et alors on pense que c'est celle-là. Bon, peu importe, elle est très belle. Est-ce que c'est Praxitèle? J'en sais, c'est pas très important. Puis il y a d'autres choses merveilleuses, des restes de Grèce plus ancienne, de Grèce archaïque, qui sont mycéniennes aussi, qui sont magnifiques. Voilà, donc Est-ce que allez-y, tu vois allez. des changements en Grèce, puisque tu y vas presque tous les ans? Ah, on raconte que la santé financière de l'État grec est bien meilleure, évidemment, parce qu'ils ont traversé il y a 15 ans une crise abominable. L'État grec va peut-être mieux, les Grecs eux-mêmes. Je vois pas dans les villes où je me balade, je vois pas de plus belles voitures, je vois pas de nouvelles infrastructures routières. Je vois pas dans le village où je passe mes vacances, je vois pas de nouveaux restaurants. Alors les prix augmentent un tout petit peu, parce que c'est l'inflation, mais il y a pas une augmentation du niveau de vie. Enfin, tu t'en rends pas compte, hein, pas du tout, hein. Ça devient pas plus luxueux, pour nous, c'est toujours aussi enfin, c'est relativement accessible, quoi, hein. Financièrement, ça reste des vacances bon marché. La Grèce, sans doute moins meilleur marché qu'en Turquie, mais bon, c'est pas du tout le même, pas du tout le même niveau non plus. Non, je vois pas La la Grèce Turquie, s'améliorer. je suis jamais vraiment allé, mais je me suis arrêté plusieurs fois dans les aéroports autour d'Istanbul. J'ai jamais vu des prix aussi élevés, hein. T'as jamais fait l'expérience? Non, j'ai C'est visité la Turquie il y a 25 ans. Enfin, j'avais fait un pèlerinage sur les ouais, pas de Saint-Paul. Je payais rien parce que tout était compris. Donc, je ouais. me souviens pas, mais je Non, sais que les vacances en enfin, Turquie c'est sont un moins chères en peu, général. oui, enfin, certainement que les vacances le sont, mais c'était les aéroports qui moi m'avaient vraiment étonné. Tout ce qui passe, c'est de l'ordre de 10 € la bouteille d'eau, ou des choses comme ça, quoi, pour te donner une idée. Mais c'est complètement artificiel, hein. Oui, oui, Je parce pense que pas c'est que un ça aéroport. représente la réalité. Ah oui, il y a une Un peu inflation dingue, hein, en Turquie, hein. Donc, la monnaie, je pense oui. que et je parle pas du franc suisse, évidemment. Donc, Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, et de partager cette conversation si elle vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là, et à la semaine prochaine. à bientôt. Salut.